nous revoilà pour la suite de notre implémentation de MQTT2BBD. Pour moi, il est quelques secondes après notre vidéo d'avant, mais pour vous, il devrait être au moins une semaine après. Du coup, j'ai un peu la flemme de vous réexpliquer ce qu'on fait, mais bon, globalement, on continue notre petit logiciel qui nous permet de persister des notifications MQTT dans une base de données Postgre. Là, précédemment, on avait créé le module qui nous permettait de récupérer la configuration. Maintenant, on va passer à la story 1.4. Du coup, on prend jouer Sem. Salut Bob, qu'est-ce que tu peux faire? Créer la prochaine story. Ça me bouffe tous mes tokens. 64%, ça a utilisé quasiment 10% de mes tokens là pour lire tout ce qu'il faut pour la story 1.4. En fait, c'est l'étape la plus lourde, j'ai l'impression. À mon avis, il doit lire tout ce qui est architecture.md, prd.md. On va voir tout ce qu'il faut faire, quoi. L'architecture, en plus, a été splittée en 36 Alors, qu'est-ce qu'il est censé nous faire? D'après le prd.md, on va travailler sur les logs. Oui, c'est parce qu'on avait dit, c'était ce qui avait été dit dans le module 1.3 en fait, dans la story 1.3. Il a tout ce qu'il lui faut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? En tant que développeur, je veux des logs structurés avec des niveaux configurables, de façon à ce que je puisse facilement troubleshooter mon instance de dev et de production. Donc les critères d'acceptation, on crée notre module interne logger.go, qui wrap le module Go de base slog, qui nous crée les méthodes info, debug et error. Et le log level sera paramétrable via le paramètre debug info error, ok. Tout ce qui parle de la variable d'environnement qui permet de définir le log level de l'application. Les log level qui seront invalides seront assignés à la valeur par défaut info, et avec un message de warning. Alors on va faire un log parce que le log n'a pas un format attendu. Le concept, tiens, on a une déviation sur le PRD à cause des acceptations critères, les critères d'acceptation 2 et 7. C'est l'init logger, et le fait que les logs sont en format texte. Parce que ah oui, ok, c'est ça, le PRD spécifie un format JSON et l'architecture spécifie un format texte. Ouais, je me rappelle de ce débat qu'on a eu où effectivement de base il m'avait prévu des logs en format JSON pour qu'ils soient plus facilement parsables par des applications, mais je lui avais dit que c'était trop overkill, que nous notre dossier, enfin notre application, les logs ne seront lus que par des humains, quoi, et que ça serait peut-être mieux de partir juste sur du format texte. Du coup, effectivement, on avait mis ça à jour au niveau de l'architecture, mais par contre, dans le PRD, visiblement, c'est resté en format JSON. Ok, le switch sera peut-être fait dans la story 2.5. Mais ouais, du coup, l'architecte a le dernier mot sur le PRD, visiblement. Et ça n'a pas l'air d'être trop grave d'avoir des divergences comme ça, quoi. Il a l'air de savoir comment gérer. Alors, on a déjà une tâche qui est faite. Cool. L'implémentation du paquet logger.go. En fait, c'est un fichier vide, mais bon, ça... Enfin, quoique, c'est marrant parce que la tâche principale, elle est marquée comme faite, mais par contre, les tâches en fond ne le sont pas. Donc, c'est bizarre. Bon, je vais le décocher. Voilà. C'est vrai que finalement, moi, je peux le modifier à la main, en fait, ce fichier aussi. Faire ça un peu plus souvent, peut-être. Donc, en fait, on doit juste implémenter un new logger qui retourne une instance de ce package. C'est marrant. Et puis, une méthode init logger qui va juste retourner une instance de new logger. Bizarre, ça. Parce que là, new logger, ok, on va l'implémenter avec comme paramètre ça le level. On va avoir la valeur soit debug, soit info, soit error qu'on va mapper avec les log level de slog. Et ensuite default, on va mettre en level info, c'est dans le cas où on a une chaîne de caractères qui est différente de ces trois valeurs. Pareil, test en mode black box. On dit même les imports qu'il faut réaliser. Ok, là on teste tous les façons dont on peut initialiser ce module. On vérifie que la classe n'a pas d'influence. Tiens, c'est quoi ça? On vérifie que new logger ne retourne jamais nil. Guard assertion. Niche case. Je pense que ça va être ça la distinction qu'il y a entre new logger et init logger, mais je vais quand même demander après à l'agent plus de détails. Ah, c'est marrant, attention, il précise bien qu'il ne faut pas loguer toute la structure complète de la configuration parce que ça contient les mots de passe. Oui. Donc oui, cette story remplace le fmt.printf par une structure de log plus propre. Vous ne loguez que le message de startup avec la version. C'est pas très grave. Du coup, on ne pourra plus vérifier si la configuration est correctement chargée, mais de toute façon, il y a les tests unitaires qui sont là pour ça. Donc on a l'implémentation du switch case du logger qui permet de définir son log level, quoi. On a des exemples de log. Naming conflict, logger, package vs variable, main.go import internal loggers, the package name logger, ok. Et du coup, on ne peut pas nommer cette variable logger. Ok, on avait fait ça. Ce sera juste un L, du coup. What?
Donc là, ok, on remarque le message MQTT tous les DD starting qu'on a eu dans la story 1.1 et 1.2. Et en fait, on rajoute ensuite la variable de contexte de version avec le numéro de version qu'on récupère normalement de la config, je crois, ou je sais plus comment on avait fait. Enfin non, pas de la config, du compilateur, je crois. Par défaut, vous dev, ok. Et du coup, j'ai pas compris comment fonctionne cette variable L. Parce qu'elle est loguée avec notre init logger et en même temps, elle peut être loguée avec le logger de base ou quoi. Il dit là que le package log stdlib et le paquet interne logger coexistent sans problème et puis que L est un nom de variable conventionnelle pour gérer le logger. Ou alors les deux phrases n'ont rien à voir. Et dans ce cas, il faudrait peut-être mettre un seul à la ligne. Bon, on verra. Donc là, un nouveau format du package, nos différents imports, dans le logger.go, dans le main.go, on modifie pour utiliser à la fois log et puis à la fois logger. Ok. Un peu bizarre quand même, hein. On verra. Donc pareil, on parle des fichiers auxquels on va toucher, on parle des différents tests qu'on va faire. La stratégie de test déclare explicitement que les messages de log sont opérationnels et pas contractuels, parce que leur message peut changer en fonction du temps. Effectivement, ouais, c'est pas défini dans le contrat à quoi ils doivent ressembler, quoi. Comme fou ces histoires. Et là, pareil, on a de nouveau notre tableau de test. Donc, il va contenir le nom du test, le level attendu, je suppose. Si on veut voir les messages de debug et si on veut voir les messages d'information, on a les différents tests. Si on a un message de test en mode debug, on veut les voir à la fois avec log level debug et info. Par contre, si on a un message d'info, on veut le voir avec le log level info et puis pas debug. Et bon, bref, hein, c'est les différents tests qui définissent ce qu'on a défini avant, quoi. Donc, rien de spécial là-dedans. Bon, oui, c'est quoi, c'est debug et info prob, là. String en contains buff. String. Ah, ok. En fait, le logger, on peut lui passer en deuxième paramètre une référence vers un buffer qui doit contenir les messages de log. Donc par défaut, je suppose qu'on écrit dans un fichier. Mais ah putain, depuis avant, je suis en train de parler, alors que vous voyez ma tête en fait. Bon, je vous préviens, on va pas tout recommencer, hein. Il y a 21 minutes. Bon, je vais vous montrer le bureau. Voilà, voici le fichier sur lequel on discute depuis avant là. Bon, de toute façon, c'est pareil, hein. Ce qui compte, c'est vraiment ce que je dis finalement. Moi, je fais que lire les différents paragraphes qu'il contient. Et là, du coup, on en était quasiment à la fin, en fait, hein. Ouais, c'est ça, donc la structure de test, comme dit. Puis là, on voit en fait l'appel à newLogger, là, qui contient un buffer qui est défini une ligne plus tôt. Ensuite, on écrit des messages de debug et d'info dans ce buffer qui a été initialisé avec le niveau qu'on teste. Et là, ensuite, on vérifie si dans le buffer, on a le string debug probe, bah, ça veut dire que le message de debug a été affiché. Et on fait pareil pour le message d'info, quoi. Et ensuite, on peut simplement tester, quoi. Si on a un message de debug et qu'ici, on ne voulait pas avoir, que le debug shown est à false, bah en fait, on écrit une erreur, quoi. Et pareil pour l'autre. Ok, bon, ça m'a l'air bien. Je peux écrire. Je peux lui demander directement comme ça. Ah, c'est trop tard. Déjà en train de faire le reste, là. Et il a remarqué que j'ai enlevé la croix qu'il avait mis dans la tâche parent, là, comme dit, il avait mis une croix alors qu'il l'avait pas mise dans les enfants. Non, je l'avais enlevé. Mais ouais, c'est marrant qu'il me redemande la modif. Du coup, j'ai juste lui demandé à quoi ça init logger par rapport à new logger. C'est comme dit new logger, m'a l'air d'être juste un code qui encapsule un appel à init logger, quoi. Une question de séparation, production, testabilité. Donc new logger, on définit effectivement un log level et puis un buffer dans lequel on écrit. Ça retourne une instance de slogger, une fonction générique qui écrit dans n'importe quel IO writer, ok, utilisée dans les tests pour injecter. Ah oui, ok, c'est ce qu'on faisait, c'est pour injecter dans le buffer, quoi. Alors que init logger, là, en fait, on ne définit qu'un string level, et ensuite, c'est cette méthode qui s'assure qu'on va écrire dans le fichier de log, quoi. Ok, enfin, un fichier de log, enfin, c'est OSSTDout, quoi. Ok, ok, très bien. Et sans new logger, les tests ne peuvent pas capturer la sortie de logger. Ok, donc là, en fait, on est en train de modifier l'implémentation du code du module pour pouvoir faciliter le test. Je sais pas si c'est philosophiquement bien. Bon, dans ce cas d'usage, ça n'a pas l'air d'être problématique, mais bon, en général, on n'écrit pas le code de production pour qu'il aille bien pour les tests, quoi. Enfin, quoique si, hein, c'est vrai que si on regarde les nouveaux design patterns, le principe, ça reste finalement de faciliter les tests, quoi. Donc, de toute façon, ça n'ajoute pas beaucoup de complexité d'avoir juste une encapsulation autour de new logger, quoi. Ok, c'est bon. Passons à la story checklist.
Ah ok, c'est ça la différence entre le mode YOLO et puis le mode exhaustif de la dernière fois là. C'est vrai que j'ai pas besoin de dire yes à chaque fois. Là, il fait effectivement tout d'un coup, quoi. Dans la story précédente, il fallait que je dise oui. À chaque fois qu'on passe à la section suivante, c'était parce que je n'avais pas choisi le YOLO mode. Ok, bon, bah, l'air de me dire que tout va bien, quoi. On va pouvoir commencer l'implémentation. 75% de forfait utilisé là pour cette session, qui dure encore 1h14. Alors moi, je vais devoir partir avant, donc j'espère que ça va suffire d'ici là, quand même. Toujours le même problème, hein, le statut est en draft, donc oui, tu peux le mettre toi-même. Oui, change le statut. Oui, tu peux faire le changement. Alors, voyons le contenu de ce fichier. Là, c'est pareil, en vrai, est-ce qu'on devrait pas, genre, juste y mettre une erreur en cas de niveau inconnu, plutôt que de silencieusement le mettre à debug? Probablement. Enfin, même pas à info, en fait. Je sais pas. Bon, c'est pareil, c'est pas un truc déterminant, quoi. On va peut-être pouvoir le laisser là, comme ça. Quoique, c'est vrai que si c'est en niveau inconnu, on met un warning. C'est déjà ça. Donc là, on instancie notre instance de slog. Ah non, même pas, c'est bizarre ça aussi. On définit un handler, pour l'instant le IOWriter, et ensuite on a justement notre tableau d'options qui contient uniquement le log level. Et ensuite notre logger, en fait, ça va être le résultat d'un appel de slog new qui va contenir en paramètre le handler. Et puis là, on a notre fonction initLogger, en fait, qui, comme on l'a vu avant, en fait, va simplement être une encapsulation en fait, de new logger, mais qui sera basée sur stdout comme fichier de sortie. Donc là, on définit juste un log level, et puis c'est tout, quoi. Et ouais, stdout, ben, ça va être la sortie de texte normal du logiciel, quoi. C'est bon pour moi. Et ensuite, le package de test new logger, qui prend le test en paramètres. Donc là, c'est le format qu'on a vu avant, en fait, hein. C'est toujours un array based de là, je sais pas quoi, un test. Donc on passe en fait en paramètres. On va itérer sur les différentes valeurs de cette structure qui vont contenir le nom du test, le log level qu'on veut passer en fait à notre module de test. Ensuite définir si on veut voir les messages de debug, d'info et d'erreur. C'est vrai, ça on n'a même pas mis les messages d'erreur dans la story. Donc on avait que tellement logique que les erreurs étaient affichées partout qu'on ne les a même pas testées, mais ouais, on a affiché debug, info et pas erreur. Ouais, ok, donc là on rajoute l'erreur, donc c'est bien, là il fait bonne initiative de gérer les erreurs aussi, j'aurais dû y penser moi. En fait c'est le problème, on est trop passif quand on fait que lire des trucs, on essaie de comprendre ce qu'il nous raconte. On a compris, donc on part du principe que c'est bon quand la story est complète, alors qu'en fait il manque peut-être des choses. Peut-être que ça serait bien d'y penser seul, ensuite de regarder quoi pense en fait l'IA, pour vérifier à quel point ça concorde, quoi. Parce que là si on oublie un truc, on n'y pense pas forcément, quoi. En tout cas, ce test m'a l'air bon. Donc il va nous lancer les tests, je suppose. Docker exec, donc il se connecte sur le conteneur, il lance les tests, il affiche les erreurs sur la sortie. Ok. Mais du coup, il lance les tests que sur le logger, quoi. Mais ensuite, il lance les tests partout. GoFMT sur tout le projet. GoVet sur tout le projet. Static check, mais non, il lance pas. On va voir, mais ça serait bien qu'il fasse aussi les tests des modules auxquels il n'a pas touché, juste pour vérifier qu'il n'ait pas introduit des régressions. Tous les check pass. Task 1 et 2 validés. Je passe à la task 3, mise à jour du main.go. Avec un petit message de commentaire pour dire que la version est injectée via LD flag, effectivement, lors de la compilation. Et c'est bon. Et là, il va relancer les tests. Ok, là, il lance les tests partout. Parfait. Qu'est-ce qu'il a fait, là? On pense que c'est cette sortie, là. Je vais peut-être la voir. Parce qu'il redirige, en fait, les stdout en dev nul. Pardon, il redirige... je raconte, il redirige stdr sur stdout. Donc, en fait, c'est bon, normalement. On va voir ce que ça donne. Donc c'est GoTest qui retourne ses instructions. Ah oui, c'est ça, static check et les autres trucs qui retournent rien à chaque fois, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous a testé? Donc la commande, ok, c'est pas un fichier de test, donc il n'y a pas de test. Dans le database, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de pro, enfin il n'y a rien, quoi. Et config et logger, et c'est bon, ils ont été exécutés. Cache. Bon, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour rafraîchir le cache, c'est des modifications dans les fichiers. Donc là maintenant, il va nous mettre les croix partout. Donc il lance la checklist. On passe, il arrive au début à chaque fois de mon prompt. Et les modifs, Ok, mais du coup, ça veut dire que notre agent là, il lit quand même les gates qui sont générés par le QA. Ready for review. Ok. Donc, maintenant, je lance le QA. Pas beaucoup de risques, effectivement. Code à faible surface, il nous dit 3 fichiers inférieurs à 100 lignes de diff. Pas de sécurité critique. Mes AC sont bonnes. Il a quand même aussi défini cette issue là, comme quoi notre logger silencieusement attribue le log level à info s'il
La chaîne transmise n'est pas connue, quoi. Ah, quoique, il me dit que le Godoc dit qu'en cas de valeur par défaut, on assigne un log level info et qu'on log un warning, mais a priori, il n'y a pas de warning. Ok, on n'a pas fait de test pour vérifier ce qui se passe sans log level. Je vais tenter un truc quand même. Alors, ok, mais à jour le gate et les stories. Ok, on va faire un truc. Donc là, lui, on va lui dire que c'est bon, c'est modif. De findings mineurs. Non, je vais appeler dev. Ah, on me demande de répondre comment Claude se comporte pour cette session. Bon, c'est bien, hein, très bien. Ah mince. Ok, c'est bon, je l'ai pas. Je crois que j'ai lu l'écrire 3. Est-ce que tu peux m'implémenter les améliorations décrites dans la story 1.4? Mais non. On va voir ce qu'il va faire. Hein. Les findings Q 1.4 pour confirmer ce qu'il faut faire. Ok. Ok. Ça va. Il rajoute le test. Donc, un petit level default to info silently. Donc, effectivement, mais une chaîne qui vaut rien. Le message en mode debug doit pas être visible. Info visible et puis erreur visible. Parfait. Ouais, bon, on lance les codes. C'est vrai qu'on peut voir si le test change. Tout passe de findings sont adressés. Ok. Et du coup, maintenant, je vais redemander au QA de venir. Normalement, les deux améliorations que tu m'as décrites dans la story 1.4 ont été implémentées. Tu peux me confirmer ça et mettre à jour les gates et le compte-rendu de la story 1.4 en conséquence? Les deux améliorations que tu m'as décrites dans la story 1.1 ont été implémentées. Tu peux me confirmer ça et mettre à jour les gates et le compte-rendu de la story en conséquence. Et les deux améliorations sont bien implémentées. Je mets à jour le gate file et la story. Ah, c'est pas mal cette notion de feedback en fait. C'est vrai que j'avais pas pensé à faire forcément ça, mais c'est vrai qu'on peut faire passer l'analyste qualité sur le code et ensuite refaire intervenir le développeur finalement. Ah, c'est pas mal, il faudrait que je fasse ça avec les autres gates en fait. Prouve-moi une checklist, maintenant ça va être bizarre parce que tu vas avoir ces trucs dans la checklist, on va pas comprendre de quoi ça parle. Je vais faire ça du coup. Yes. En vrai, je suis pas sûr que ça fonctionne là, parce que je demande. En fait, je sais pas si le diff qu'on voit il est en read-only ou si j'ai vraiment modifié ce que m'a écrit Ilia dans le fichier. Mince. Post review update, buff finding addressed by James. Ah mince, quoique j'aurais peut-être qu'il m'a augmenté le numéro de la story. Ah non, il n'y a pas de. Non, dans la story, il n'y a pas de changelog en fait. Ah, c'est bizarre là du coup, maintenant j'ai ce truc, je sais pas si je devais le garder ou pas en fait. Non, en fait, non, je pense pas, puisque là, on ne parle pas du tout de ça, en fait. Quoique, bon, j'en sais rien, on va le garder. Compliqué, hein. Prendre une décision à prendre dans la vie. Cool, ready for done, donc je la passe en done. On va committer ça, et ensuite, je vais juste demander encore un truc au Scrum Master. Il n'y a plus rien là-dedans. J'ai une modification, ça marche bien mieux. J'ai une modification à faire hors story pour le moment. En fait, mes projets Docker Compose prennent actuellement le nom du répertoire dans lequel le fichier docker-compose.yaml est présent. C'est-à-dire que mon architecture de dev, en fait, s'appelle dev. Ça pose problème au niveau de ma gestion parce que j'ai plein de projets Docker qui existent et j'en ai plusieurs qui sont en dev. Donc moi, je peux pas avoir un projet qui s'appelle dev comme ça. J'aimerais que le projet dev dans mes conteneurs Docker est toujours comme nom mqtt2bdd-dev. Est-il possible de faire ça? Il me semble que c'est une variable de configuration à définir. Mais comment proprement introduire cette modification dans le projet? Il me reste 10% de crédit, 9% de crédit. Alors, bonne question. La solution propre est d'ajouter la directive name au début du dev docker-compose.yaml, mais c'est... on a déjà le dev en fait. Bah ça la solution. Il me dit là, attends, je comprends pas. En tout cas, ce n'était pas la solution que j'avais déjà implémentée. Voilà, j'ajoute un name comme ça. Comme pour le gitignore plus tôt, c'est un ajustement d'infrastructure d'une ligne, pas une story, pas besoin de correct course ni de cérémonie BMAD. De cérémonie quoi. Deux options, name dans le fichier, recommandé, explicite, versionné, visible pour tous. .env dans dev avec un compose project name. Ah ok, c'est ça que j'utilisais. Donc celui-ci mais moins visible. Ma recommandation, option 1. Ouais, ok. On va voir si ça marche vraiment. Du coup, là, j'ai fait la modification. On restart. Ça s'appelle toujours dev, là. Hein. En même temps, si je ne sais pas sauvegarder un fichier, hein, qu'est-ce que vous voulez que Docker fasse de moi quoi. Service name must be a mapping. Oh, bah, bravo. Comment fonctionne une directive service.name présente dans les fichiers Docker Compose? Au niveau du projet, tape level, name, mon projet,
service. Et la directive name au niveau racine définit le nom du projet compose. Elle remplace la valeur par défaut qui est le nom du répertoire courant. Bah, c'est exactement ce que je veux faire, moi. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme erreur d'humain débile? Ok, c'est parce qu'il faut le faire encore plus haut, quoi. Oh là là, c'est quand même incroyable, hein. L'IA me donne la réponse, je suis pas foutu de la copier correctement, quoi. Je ferais mieux de demander directement à James de faire mon code, hein, parce que non, c'est pas la peine de lutter, hein. Je suis complètement obsolète. Bien, je vais le supprimer. Je relance, ça sert à rien. Pas super bon signe, hein, tout ça. Ok, bon, ça, hop. Ok, c'est bon, ça s'appelle correctement maintenant. Et je vous montre, sans disclose le nom de mes autres conteneurs. Voilà, là vous voyez, bon, on va m'aller jusque-là. J'ai des différents projets en fait par client. Et avant, bah, le conteneur MQTT to BDD, il s'appelait juste dev. Bah, maintenant, il s'appelle bien MQTT to BDD-dev de façon à ce que je puisse facilement isoler ce projet par rapport aux autres. Donc ça a fonctionné. Cool. C'est bon, j'ai fait la... Ça aussi, pourquoi ça fonctionne pas des fois? Ah bah c'est bon, là, ça marche. C'est bon, j'ai fait la modification moi-même, merci. Mais ça ne pose pas de problème au niveau de la documentation du projet de juste rajouter une directive comme ça à l'arrache sans mettre à jour les fichiers prd.md ou les différents fichiers d'architecture. Et ensuite, on en aura fini pour aujourd'hui. Bonne question de rigueur. Dans ce cas précis, non, pas de problème. Ce qui justifie de ne pas mettre à jour la doc. Le nom du projet Docker Compose est un détail d'infrastructure locale, pas une décision d'architecte. Le PRD et l'architecture documentent le quoi et le pourquoi de l'application, pas les noms de projets Docker. Ah bah, s'il te plaît, il documente quand même beaucoup de choses, hein. De là à ce qu'il ne documente pas le nom des projets Docker. Story 1.1 mentionne le préfixe MQTT BDD-dev pour les conteneurs AC2, ce qui est respecté. Le nom du projet compose est distinct. Le fichier dev docker compose.yaml, lui-même fait foi. C'est le source of truth pour la config dev. Ok. Ce qui mérite éventuellement d'être mis à jour. Dev, en exemple, si le nom du projet y est référencé, le probable. Doc architecture source tree, si le guide de démarrage y précise comment lancer le stack dev. Note sur le nom du projet pour éviter la confusion. Et honnêtement, pour une directive name dans un Docker Compose, même pour un projet éducatif, c'est du sur-engineering. De compte dans le PRD. Le VG parle de lui-même. S'il te plaît, on fait peut-être pas d'over-engineering avec tout le reste. Bon, je vais voir moi-même à la main s'il y a des modifs à faire du coup. Donc quoi, doc architecture source tree.md. Bon, non, pas de modif. Écoute, hein, on va juste committer ça. Et ensuite, on va y aller. Je vais le faire aussi directement dans le projet de test. Il n'existe pas en fait encore, donc je vais pas le faire en fait. Non, il n'y a pas de test. Et bah très bien. Et voilà qui est fait. Bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs intéressants et que ça vous inspire pour vos projets perso. De notre côté, on se retrouve un peu plus tard pour la suite de cette aventure, hein, de ce logiciel qui prend forme et qui sera peut-être fini un jour, hein, on ne perd pas espoir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de continuer cette série avec vous. Allez, à plus.